Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation spéciale de Bardon Rouge Live en édition sans contact. Aujourd'hui, nous avons une belle émission et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Quai Marina et Quai Marina Flashback dès 13h. Aujourd'hui, le sujet principal de l'émission sera la femme en 2020. Nous aborderons entre autres ce thème avec notre deuxième intervenant, soit notre collaborateur en confinement, Roger Brulotte, pour la capsule La vie continue. Mais ma première invitée est une femme aux multiples passions. Elle est très intéressante et inspirée, puisque c'est une écrivaine ayant 23 romans à son actif. Donc, avis à ceux qui font des fautes de français. Je vous présente donc Sylviane Thibault. Bonjour Sylviane, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis bien heureux que tu sois là parce que j'aime que tu revêtisses ton chandail des expos parce que tu es une passionnée de baseball. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on parle de tes débuts. Est-ce que toute jeune, tu étais une bonne élève, disons, en français et déjà tu pensais à faire carrière dans l'édition et dans les livres? Oui, absolument. Ah oui? Ah oui, depuis que À quel âge? Je dirais j'avais à peu près 8 ans. Ah oui? Ah oui, ce que j'aimais le plus faire comme devoir à la maison, c'était, on appelait ça des compositions. T'es une espèce rare. Oui, Parce que ça terrorise les jeunes, ça. Ah non, pas du tout. Pas pour toi? Non. La passion des lettres. Ah, ça fait des années. J'ai toujours aimé lire, en fait, depuis que je suis toute petite encore, aussitôt que j'ai su lire. Puis ta passion pour le sport, le baseball en particulier, c'est venu en même temps ou c'est venu sur le tard? C'est venu avant. Avant? Ma passion pour le baseball est arrivée en 1976. OK. Le premier match auquel j'ai assisté au stade olympique, un match des Expos. Mes parents m'y avaient emmené. Mon papa adorait le baseball. Ma mère aussi aimait beaucoup le baseball. Elle l'aime encore d'ailleurs. Tu te rappelles du score et contre qui? Contre qui? J'avais mon billet. Ah ouais? Je me souviens pas du sport. Non, mais t'avais quel âge? 4 ans. J'étais souvent au stade olympique. Je restais jusqu'à la fin des expos, là, près du stade pour aller voir beaucoup de matchs. Ah oui, ben moi je n'étais pas près du stade, mais c'est pas grave, on se déplaçait. Ben oui, quand on aime ça. On se déplaçait. Le baseball, c'est parfait, c'est un très beau sport, mais pourquoi pas le hockey comme le monde normal? Étrangement, le hockey Pourtant, parce que tu as fait du patin? Oui, j'ai fait du patinage artistique. Ça. À l'époque, c'était beaucoup... les filles étaient dans le patin. Okay. Et bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais veux pas, ça a changé un petit peu ça au niveau des sports. Mais c'était beaucoup, les garçons jouaient au hockey, les filles faisaient du patinage. Patinage artistique. Fait que c'était un peu ça. Je suis tombée dans je faisais de la gymnastique aussi, mais ma maman, à un moment donné, a dit c'est trop. Alors j'ai arrêté la gymnastique. Trop? Pourquoi des blessures? Non, c'était beaucoup en même temps que l'école. Okay. Et quand il y a un de mes coachs à l'époque, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, m'avait dit que je devais commencer à perdre du poids. Ma mère, elle a mis son pied à terre, elle a dit j'en ai pas question. Ça va faire? On fera pas ça comme ça, c'est pas vrai. Ouais. Tu dis pas ça à une jeune enfant? Ben non, on dit pas ça à une petite fille. C'est pas, sans vouloir me vanter, c'était pas comme si j'avais du poids à perdre, même à cette époque-là. Non, j'ai vu des photos de toi là, sur ton Facebook. C'est ça, non. Il y a des gens qui n'ont pas de tact. Non, pas du tout. La gymnastique, c'était ça aussi, un petit peu, j'imagine. Donc, j'ai arrêté ça, j'ai fait du patin. Puis, mais pourquoi pas le hockey? Pourtant, mon père était coach, mon frère a joué. Mais... Et toi, tu étais une partisane des Canadiens, c'est sûr? Ben oui, j'ai déjà acheté un match, mais j'ai jamais été aussi maniaque, excuse l'expression, de hockey. Mais moi, ma question, avant qu'on revienne à ton métier qui m'intrigue beaucoup, ta profession, je dirais, c'est le baseball ou les expos? C'est les deux, mais c'était beaucoup les expos. Mais il était à une époque où j'étais vraiment très connaisseur au niveau du baseball. C'est ça. Mais, et je suivais, là, tu sais, quand les expos se sont rendus très près d'aller en série, il eût été de la fameuse grève. Oui, puis tu te rappelles de Rick Monday? Même pas. Non? Non. Toi, disons que c'était à la fin des années 80 où tu... toi, tu penses de 94? Oui. 94, oui. Parfait, moi j'étais en 81. OK, oui. Là, je pourrais être ton père. Non, peut-être pas, mais ton père spirituel, peut-être? Peut-être, pourquoi pas. Non, j'en doute. Non, c'est ça, j'avais... donc, c'est beaucoup aussi, dans 94, j'étais membre du fan club des Expos. J'avais ma petite carte fan club des Expos. Tu as même la chaîne. J'ai la chaîne en or des Expos. As-tu un tatouage des Expos? Non. Je te mets au défi. Mon Dieu, pourquoi pas? On va revenir maintenant à des choses plus sérieuses. Ton métier,
Oui. Est-ce que tu fais beaucoup de lecture en passant? Énormément de lecture. Oui, c'est quoi que tu aimes lire? J'aime lire... Du roman policier, roman exemple? policier. Oui? Oui, roman policier, j'adore les enquêtes policières. Quand j'étais plus jeune encore, là, moi j'étais beaucoup dans les Agatha Christie. Okay. Les enquêtes, là, vraiment, Okay. là, de détective Hercule Poirot. Sinon, j'ai eu le passage de bien des adolescents et adolescentes. J'ai lu du Stephen King et du Plus Noir. Là, vraiment, là. Ils ont ressorti It dernièrement, ça. Moi, j'avais lu la première version, Donc, j'ai un petit côté obscur. Même ma première histoire publiée, c'était une histoire d'épouvante. Ah, c'est bien. C'était quoi le titre? Ne lisez pas cette histoire. Ah, c'est bien. Selon toi, est-ce que c'est plus compliqué d'écrire un roman policier avec les intrigues et tout ça? Je dirais que chaque style d'écriture a ses défis. Présente, oui, c'est ça? Oui, oui. Puis que ce soit, autant que ce soit pour les adultes que pour les plus jeunes. Parce que des fois, ce qui est malheureux aussi, quand j'écris pour les plus jeunes également, je fais du roman jeunesse, c'est qu'une phrase qui me revient de temps en temps, les gens, sans vouloir mal faire, me disent « Quand est-ce que tu vas écrire un vrai roman? » OK. Je dis, j'en ai écrit 23. J'en ai écrit 23. Parce que c'est aussi c'est un préjugé. Puis c'est aussi demandant d'écrire pour les enfants, sinon plus des fois. Ils sont très exigeants, les lecteurs, les jeunes lecteurs, lectrices. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau du policier, le défi, c'est de ne pas raconter n'importe quoi. Donc, par exemple, dans... Puis il faut que ton histoire soit fluide aussi. Oui, absolument. Sans en dire trop. Parce qu'on veut essayer de garder le suspense. Qui suis-je pour te dire comment ça marche, mais je figure que c'est ça la clé. Oui, c'est Moi, ça. je suis intrigué par une question. Oui. Est-ce que tu te places dans une bulle pour l'inspiration? As-tu un rituel pour mettre ton cerveau en ébullition? Parce que le processus de composition, ça peut être très souffrant. Parce que est-ce que tu connais ça, toi, l'insomnie? Te lever parce que tu as une idée. Ou tu es discipliné, comme certains écrivains, c'est-à-dire que tu fais ça comme un travail de bureau. Tu t'installes à 8 heures, tu finis à 4 heures, puis là, tu deviens la conjointe et tu ne penses plus à ça. Ou quand tu es en processus, il n'y a rien à faire, tu souffres. Oui, je souffre. Ah oui? Quand ça arrive, ça arrive. Et quand ça n'arrive pas, je sais reculer. Ma maman me dit souvent reculer pour mieux sauter. Le syndrome de la page blanche, ça t'arrive? Absolument, oui. C'est terrorisant, ça? Ben, on se dit, est-ce que ça va revenir? Est-ce que tu doutes? Et à chaque fois qu'on met le point final à une histoire, dans mon cas, c'est particulier parce que tu te dis, wow! Et ça m'arrive, pas pour me vanter, de dire, wow, j'ai fait ça! Ouais. Et même de me dire, c'est bon! As-tu l'impression que, je t'envoie des termes que moi j'emploie, tu te connectes sur la source, parfois en méditation, puis là ça vient les idées, puis tu as l'impression, en quelque part, que ça vient d'ailleurs. Oui. Tu as cette impression-là parfois, oui, hein? Oui, je dis ça comme quoi l'histoire prend le dessus sur moi. J'ai moins le contrôle sur mon histoire. Ça m'est arrivé de commencer une histoire, de dire, moi, je veux aller là. Ouais. Et l'histoire, d'une certaine façon, a dit, non, tu vas là. Et je suis allée là, et ça a très bien marché. Et c'est pour ça que c'est le moment quand je fais des animations dans les écoles, les enseignants m'aiment un peu moins, parce qu'ils ont toujours la question, est-ce que tu fais un plan quand tu écris? La réponse, c'est non, je ne fais pas. Il y en a qui font des plans. Les artistes, oui. Il y en a, absolument. Ben, disons, moi, les fois où j'ai écrit, je fais ça aussi pour des articles qui peut-être n'auront que 10 pages. Il y a un squelette. Oui. Tu passes 1 heure, tu fais le squelette, puis après ça, tu peaufines. Ben oui, c'est à peu près ça. Moi, parce que tu peux commencer, disons, au chapitre 1, puis là, passer au chapitre 5 quand j'ai une idée, puis revenir. T'sais. En fait, moi, non. Mais ce que je fais, c'est que je sais où je commence. OK. Je sais où je finis. Encore là, je sais où je veux aller. Il faut que je remplisse entre les deux. C'est bien ça. Et quand je commence, le plus dur pour moi, c'est le chapitre 1. OK. Vraiment pour m'aligner. Et une fois que je suis alignée, là, je laisse. Et c'est pour ça, le plan, des fois, c'est que j'ai la crainte que ça me coupe dans mon élan. Okay. Et ça fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Ben, ton taux de perfectionnisme doit être très élevé à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais pour te stimuler? Parce qu'une des techniques, en tout cas, moi, je l'emploie, c'est de s'entourer de certains objets qui vont nous stimuler. Parfois, disons, dans le sport, ça peut être des objets de sport. Tu as des objets ici que tu as apportés. Ben, oui, j'en ai quelques-uns. Ben, écoute. Un bâton, un petit bâton des Yankees. Oui, mais en fait, c'est un crayon. Ah, OK. J'ai quelques crayons. Moi, j'avais peur que c'était pour me taper sur les doigts si j'avais des mauvaises questions. Oui, c'est ça. Okay. Non, pas du tout. En fait, c'est que peu importe les endroits où je visite, là, je ne pouvais pas tout apporter, évidemment.
je ramène quelque chose de baseball. Et les gens qui me connaissent, mon frère, entre autres, qui est allé à Chicago, hein, voir les... Au Wrigley Field. Oui, absolument, voir les Cubs et tout ça. Il m'amène des balles de baseball. Puis as-tu été à Comiskey Park aussi? Il est allé, c'est lequel celui-là, je sais. Parce que c'est à Chicago aussi. Oui, non, ben c'est vraiment... là où il chante à la 7e manche, es-tu au courant? Oui, c'est ça, c'est le Wrigley Field. Bon, voilà, le Sweet Caroline. C'est fin 7e, si je ne m'abuse, le Sweet Caroline. Mais bon, donc ça, quand j'écris et quand je travaille, je vais mettre souvent de la musique qui accompagne ce que je fais. Je vais avoir, quand je veux prendre des notes, j'ai un crayon. Quand j'écris mes histoires de baseball, c'était mon crayon de baseball. Oh, c'est bien. Quand j'écris mon histoire d'éléphant, c'est un crayon. Ah ouais. C'est un éléphant. Puis ça représente l'abondance. Oui, puis ma maman m'a toujours dit qu'un éléphant la trompe en l'air, ça porte chance. Ah, ben oui. Fait que j'ai plein d'éléphants la trompe en l'air. Donc, tu ne vendrais pas ton crayon des Yankees, ne serait-ce que pour 100 $? Non. Je voulais te faire une offre. Non. Non, je te taquine. Non, puis j'ai même des boucles d'oreilles. Mais là, ça se verra pas à l'écran, mais toi, tu peux les voir. Ah ben tabarouette. C'est un gant avec une balle. Oui. Hey, c'est quelque chose. Est-ce que ton mari te trouve spécial par moment? Est-ce que tu es difficile à vivre à cause de ton processus de composition parfois? Non, pas tant que ça. Non, en fait, Il sait que c'est pas le temps de t'achaler. Il sait ça, mais on se complète très bien parce que j'ai marié, excuse l'expression, un geek. Alors lui, il est un geek, très techno, il est un ingénieur en... OK. Oui, informatique, c'est une bolle, sachons l'admettre, et on se complète très bien. Moi, je suis pourrie en mathématiques et en sciences, excellente en français. En mathématiques, j'ai jamais aimé. Mais... C'est ça. Bon, alors lui, c'est l'inverse, et je l'ai initié, et je pense que c'est, d'ailleurs, pourquoi je suis tombée dans l'œil de mon mari au départ, c'est qu'on travaillait ensemble, là, je sais que les gens vont rire en entendant ça, on travaillait ensemble chez Jean Coutu. On trouve de tout, même un mari. Ah, c'est bon, ça. Et lui, j'étais allée en arrière et on avait le droit de s'amener des revues pour les lire, tant qu'on faisait attention et on les lisait. Ouais. Et j'étais arrivée avec une revue et c'était, te souviens-tu de la revue des expos? Ben oui, j'en ai. Ben voilà. C'est sûr, j'en ai. J'étais arrivée pendant la pause et j'avais ma revue des expos, alors que les autres, souvent, caissières, avaient Châtelaine, avaient d'autres revues de ce type-là. Il dit, t'as la revue des expos? Je dis oui. T'aimes le baseball? Oui. Ah, ça, tu venais de gagner des points. Absolument, mais lui, il connaissait moins ça. Il avait joué au hockey, il avait fait d'autres sports aussi. Il est ceinture noire, encore une fois. OK. Mais voilà. Je vais le vous voyer si je le rencontre. Ben, c'est sûr que de fréquenter une femme qui aime se lancer à la balle et ainsi de suite, c'est un plus. Je vais poursuivre. Un conseil aux aspirants écrivains, en quelques phrases, tu dirais quoi? Ne jamais abandonner. Parce que c'est un milieu qui est quand même très difficile. Compétitif. C'est compétitif, mais c'est aussi très restreint. Surtout au Québec, les maisons d'édition, c'est pas très gros souvent. Donc, quand on pense à une maison comme les éditions Pierre Tissard, où j'ai publié 14 romans, pas les romans de baseball, ça c'était l'édition du Phénix. Mais c'est de ne pas abandonner parce qu'ils reçoivent à peu près 400 à 500 manuscrits par année. Oui, c'est ça. En publie moins de 30. Tu pourrais faire une bonne révisionniste aussi. Je l'ai été. Ah, tu l'as été? J'ai été, oui, puis membre de comité de lecture. Donc, et j'ai fait de la direction littéraire. J'ai accompagné d'autres auteurs qui rédigeaient leurs romans. Donc, oui, je suis linguiste. Moi, j'ai marqué ici, dans ma préparation pour les prérequis, 3 termes qui, selon moi, sont très importants. La passion, les langues maîtrisées et l'inspiration. Mais ça, l'inspiration, je veux dire, ça peut être donné à tout le monde. Si tu sais te placer dans le bon contexte. Et tu es ton propre patron en entrepreneur, dans le fond. Tu te définis sûrement comme une femme de passion, mais par rapport au fait que tu es ton propre patron, tu me dirais quoi à ce niveau-là? Ben, je trouve que je suis une très bonne patronne. Ah ouais? Mais en fait, je suis très exigeante envers moi-même. Oui. Moi, tu te chicanes toi-même? Des fois, oui. Des fois, ça m'arrive, mais gentiment. Est-ce que tu te dis, exemple, aujourd'hui, il faut que j'écrive 10 pages ou 5 pages par jour ou 20 pages, ou tu y vas selon, comme ça vient? J'y vais comme ça vient, mais j'essaie. Des fois, j'essaie de m'encourager moi-même. Des fois, je vais même me mettre des délais à moi-même. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train d'en terminer un nouveau roman policier pour les jeunes. Ce sera quoi le titre? Tu ne sais pas encore? Je suis pas certaine encore. Le titre, soit qu'il me vient au tout début, soit à la toute fin. Ou il change en cours de route? Ou il peut changer en cours de route, voilà. Mais il est question d'une brume
et d'un Sasquatch. OK. Donc, c'est très mystérieux. Mais c'est ça. Donc, là, avant de recommencer, parce que j'ai un travail, je suis libraire aussi. Okay. C'est souvent le cas pour les auteurs, surtout au Québec, on n'en vit pas. Ben, ça fait partie de la passion du livre. La passion du livre. Je suis libraire à Espace Hamster Espace Papier à Sainte-Marthe, sur le lac. Donc, je recommence. Normalement, ça rouvre, pardon. Et je suis content, tu as fait une erreur, et on s'en est parlé au téléphone. Absolument. Je me suis corrigée moi-même, tu vois, là. L'erreur que le premier ministre fait à chaque jour, plusieurs fois dans son... Oui, dans le fond, c'était parce que je voulais être comprise de tout le monde. Il y a une réouverture, mais le verbe réouvrir n'existe pas, c'est ouvrir. Ça rouvre lundi. Ben oui, elle est bonne celle-là. Comment tu expliques, brièvement, ta longévité? Dans le milieu littéraire? Parce que tu es prolifique, je oui. ne veux pas. Là. Comment tu l'expliques? Même chose, ne pas abandonner. Parce que si je m'étais fiée aux ventes, strictement. Ouais. Si je m'étais fiée aux droits d'auteur, je ne vivrais pas de ça et ma passion serait morte depuis longtemps. C'est sûr que je. Et tu ne fais pas ça pour l'argent. Non. C'est ça qui est la base de tout art. C'est ça. On aimerait que ça fonctionne et faire beaucoup de sous avec ça. Ouais. C'est pas le cas. À moins d'avoir énormément de chance. Parce que oui, il y a une partie de chance là-dedans. Être au bon endroit au bon moment. Ouais. Mais toi, le ciel t'aidera aussi. Oui, une certaine discipline personnelle. C'est sûr que si tu sors constamment, tu bois, tu vas avoir moins de temps, puis tu vas être un peu dans la brume. Exact. L'inspiration, peut-on la perdre? As-tu des épisodes, comme on le disait tantôt, du syndrome de la page blanche qui t'ont pris et qui ont duré longtemps? Oui, honnêtement, j'ai eu... Ça, c'est terrorisant. Oui, c'est pas que tant que j'avais pas d'inspiration, c'est comme si j'arrivais plus à mettre mes idées en place. À dire, j'avais des idées, j'en ai plein, j'ai toujours plein d'idées. Parce que l'inspiration, je dis toujours qu'on peut la trouver partout. C'est ça. Tu peux être inspiré par Tu peux être inspiré par un arbre. Absolument, pourquoi pas. Ou par une jolie fille. Merci bien. Donc, oui, c'est ça. Mais j'arrivais pas à m'installer vraiment, puis à produire ce que je voulais produire. Et c'est là que j'ai reculé. J'ai dit, là, tu as besoin d'une pause. J'ai pris la pause et ça va mieux. Pourquoi pas? Tu vas dans tous les styles, selon moi, donc c'est difficile à te qualifier. Y a-t-il un ou deux romans qui ont été tes favoris à écrire? C'est difficile à dire, mais c'est sûr que j'ai un faible pour ma trilogie de baseball, évidemment. Oui, que Roger a lu. Que Roger a lu. Et te fait dire en passant que c'était très bon. Excellent, merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Et sinon, j'ai ma série Twister, Chien détecteur, ma série policière de 10. Et c'est basé sur un vrai chien qui s'appelait Twister sur mon site internet, on peut le voir. Et quand tu dis des fois, il faut prendre le temps, ça prend aussi de la patience. Parce que le trésor d'Azan, 10 ans en tête avant de faire ce que je voulais avant de le pondre. Ah oui. Ouais, c'est bien ça. Oui, des fois, il faut attendre. On va prendre une petite pause. Pour vous, mesdames, je vous parle maintenant des cosmétiques Annie Musetti. Toute une gamme de cosmétiques de qualité et abordables que je vous recommande, les cosmétiques Annie Musetti. Osez, fiers et assumés. Sur Facebook, vous n'allez qu'à aller sur le site de Annie Musetti di Calabria et vous verrez ce qu'il y en est. Maintenant, nous sommes en direct, comme vous le savez, d'un endroit très spécial et vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, ne pas attendre est le mot-clé. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Et vous aurez compris que je parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone pour la solution, c'est le 450-582-6706. La solution, Rive-Nord Extermination. La deuxième partie de notre entrevue, étant donné que c'est le sujet d'aujourd'hui, la femme en 2020. Est-ce que les clichés, les préjugés par rapport aux femmes ont changé? On va y aller, disons, en question rafale, puisque le temps nous presse un peu. Est-ce que les préjugés ont changé, disons, depuis 20 ans? Un peu, mais pas assez, selon moi. Surtout au niveau, justement, des femmes et du sport. Regarde. C'est ce qu'on va parler justement avec Roger. Ben voilà, des femmes et du sport, je trouve que c'est long avant qu'on y arrive. Quand on pense à des équipes féminines qui gagnent moins cher en salaire, par exemple, qui ont gagné des prix que d'autres, que des équipes masculines qui ne sont pas rendues en finale, que ce soit peu importe, ça c'est long.
quand on pense au man cave, tu sais, dans les maisons, souvent on parle de la fameuse pièce, le man cave. C'est ça. Je suis désolée si j'utilise le terme anglais, ben mais c'est ça. Pourquoi pas un woman's cave? Quoi? On n'a pas le droit, nous, de manger des chips, des fois des cochonneries, puis de regarder le football. Il faut que tu sois parfaite aussi. Ah, ben oui. On va passer maintenant, on va parler avec notre autre invité. On va revenir pour la femme en 2020. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Service essentiel, soit Rive-Nord Extermination. N'oubliez pas 3 mots qui font une différence. Comment ça va? Pas d'excuses par les temps qui courent. Appelez quelqu'un. Et pour donner l'exemple, justement, nous allons rejoindre Mr. Baseball pour la capsule La vie continue. Notre collaborateur Roger Brulotte. Bonjour Roger. Bonjour Nick. Ça va bien? Oui, merci. Roger, on va parler un peu d'actualité avant de parler des femmes en 2020. Malgré les brainstorming d'idées, on dirait que les scénarios qui se présentent aux dirigeants des différentes ligues de sport professionnels pour un retour au jeu sont dans un entonnoir et les options se font de plus en plus difficiles à élaborer. D'accord ou pas? Pas d'accord. Pourquoi? La raison pas d'accord, sont en train justement de finaliser comment ils vont le faire. Si on les parle de 3 mois, on était parti. Et là, présentement, non. Présentement, on voit le baseball qui s'en va pour faire des matchs, 80 matchs à compter du mois de juillet. Le hockey qui planifie faire ici, il y a 24 matchs. Et le football fait une planification aussi. Alors, je pense qu'on est plus avancé qu'on l'était vraiment. Bon, ben, j'espère que ça va accoucher. Roger, deuxième question. Durant la crise, crois-tu certains dirigeants des différents sports professionnels majeurs, quand ils prétendent vouloir prendre les meilleures décisions pour leurs sports respectifs, ou n'est-ce que l'argent qui est source de motivation? Je dirais que c'est une combinaison des deux, sans aucun doute. Tu sais, le sport, c'est une détente aussi. Ça, ce qu'on voit présentement, les gens sont moins confinés. Alors, les gens sortent un peu plus. Alors, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne peut pas jouer au baseball, ne peut pas jouer au hockey. Sur les conditions qu'on a présentement, on permet aux gens d'aller faire différentes choses. Alors, je pense que le sport peut s'ajuster en conséquence, oui. Donc, tu es capable d'imaginer un walk-off home run, un circuit gagnant en 13e manche, et les joueurs ne peuvent se faire des high-fives en plus de porter des masques? Ils ne portent pas de masque pour jouer. Okay. Pas juste des masques, pas juste dans l'abri, mais ils ne porteront pas de masque pour jouer au baseball. Sur le terrain, non. Okay. Dans l'abri, oui, mais pas sur le terrain. Okay. Je pense qu'on fait le spectacle qui est là, point. Je pense qu'on est là pour voir les spectacles. L'intensité ne sera pas la même, sans aucun doute. Mais de voir les joueurs jouer, je ne veux rien de mal dans ça. Question suivante, Roger. Devant la solution à court terme proposée à la crise majeure par les dirigeants de MLB, es-tu déçu ou d'accord avec les propos de Blake Snell qui affirme qu'il n'est pas question pour lui d'effectuer un retour au jeu en quarantaine, loin de sa famille, pour la moitié de son salaire? Il faut toujours respecter le choix des joueurs. Il faut toujours accepter leur choix. Ça, c'est sa décision à lui. Pas tout le monde contredit, c'est un choix de vie. C'est un choix qu'il veut faire. Alors, je pense que si le baseball recommence, comme il devrait recommencer, j'espère que c'est Floride n'aura pas d'avoir d'argent non plus. Ben oui. Dernière question d'actualité avant de faire un petit peu d'histoire avec toi, mon cher Roger. Comment vois-tu la différence énorme que représentera les estrades vides sur l'ensemble du spectacle lors du retour prochain des activités, justement, des différentes ligues professionnelles? L'ambiance et la motivation des spectateurs. Ça va être drôle parce que combien de fois qu'on disait que les joueurs, les spectateurs ne dérangent pas. Non, je joue au baseball, j'entends jamais la fois, je ne lis pas les journaux, j'écoute pas la radio, j'écoute pas de télé. Là, on voit la réalité, ils vont s'apercevoir jusqu'à quel point que c'est des gens qu'on vient de mentionner jouent un rôle important dans le déroulement d'un spectacle. Tu sais, c'est comme une personne qui donne un spectacle que je trouve formidable sur Facebook ou sur n'importe quelle autre facette de faire une autre plateforme. Mais quand tu fais quelque chose, tu n'as pas de réaction de la foule, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Aucun doute. On va maintenant parler un petit peu, on va faire un peu d'histoire, Roger. Impressionne-moi. Te rappelles-tu, impressionne-moi encore. Te rappelles-tu avoir fait la description du match le 6 juillet 86 à Atlanta, où Bob Warner a frappé ses 4 circuits en un match contre les Expos? Dans une défaite, pensez les gars frappent 4 coups de circuit oui. dans le match, puis tu subis la défaite. Certains, quand tu arrives à Atlanta, il n'y a personne dans les estrades. À l'époque, Atlanta, c'est comme Tampa Bay au baseball. Il n'y a personne. Et là, le commissaire avait dit, mais écoute, TBS, là, si vous faites du baseball juste pour la télévision, si vous ne faites pas une équipe gagnante, vous enlèvez votre franchise. Et c'est là que Atlanta s'est rendu pour devenir une équipe gagnante avec le monde des estrades. Et pas moi,
c'est un joueur qui est sorti de l'ère collégiaux, n'a jamais joué des mineurs, s'est rendu directement des majeurs, il a fait un gâteau de circuit, il faut le faire. C'est excitant pour lui, mais dans une défaite, c'est pas la même réaction. C'est comme Gary Carter a fait 3 coups de circuit contre les Pirates de Pittsburgh dans un match, mais dans une défaite, c'est pas la même ambiance. Oui, ça laisse un goût particulier. Question suivante, je te nomme 2 joueurs, 2 personnes qui ont vécu la même situation, le même enfer sur le plan personnel, diraient certains. Et ce, pour avoir osé battre un record de Babe Ruth, Roger Maris et Hank Aaron. Te rappelles-tu où tu étais quand Aaron a frappé son 715e circuit? Ben oui, je regardais le match à la télévision. Je suis là, je regardais le match, ce qui était drôle, écoutez bien, ils sont à Atlanta. Le stade est plein. Puis après qu'il a frappé son coup de circuit à Hank Aaron, le stade était vide. Aïe, aïe. Le stade était vide. Les gens sont partis. C'est pour ça que quand tu regardes les Braves d'Atlanta, c'était ça. Pour Hank Aaron, le monde était là. Dans le cas de Roger Maris, le Yankee Stadium n'avait même pas rempli à pleine capacité. Ben Lorsqu'il oui. a frappé son coup de circuit dans les matchs de l'année contre Tracy Starr. Le 8 avril 1975, Frank Robinson est devenu le premier gérant noir de l'histoire du baseball avec les Indians de Cleveland. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. À vrai dire, il était joueur-gérant et frappa un circuit lors de cette première. Lors des derniers matchs de l'histoire des Expos, est-ce que Frank Robinson était encore capable de bien faire le job ou, comme certains disaient, ses décisions ne tenaient plus la route? Mais dans le cas de Frank Robinson, tu regardes sa carrière comme gérant, il n'a pas eu de succès. Il n'a pas de succès avec les Giants, il n'a pas eu de succès avec les Orioles de Baltimore. Connu le début de saison des Astros avec 20 victoires d'affilée. Avec des Expos, pauvre gars, à la fin, c'était difficile à juger parce que le talent n'était pas là. Ouais. C'était malhonnête et puis il savait qu'il s'en allait, il ne gérait pas de la même façon. Ça, de ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec les Expos, il n'y a pas de talent, il a bien essayé, il n'y a pas de talent pour le faire. Bon. Roger, maintenant, comme tu le sais, le sujet du jour, c'est la femme en 2020. Donc, je vais procéder. J'aimerais que tu me nommes 1 ou 2 athlètes femmes qui t'ont impressionné. Il faut que tu y ailles par l'époque. C'est parce que moi, je crois toujours aux époques, parce que tu sais, ouais. Présentement, tu regardes le hockey. Le hockey, on a des Québécois qui sont incroyables au hockey présentement. Et tu regardes aussi Mme Goliath au hockey qui est rendu maintenant entraîneur sur l'équipe de Calgary, l'Université de Calgary. Je regarde juste là sur le côté hockey. Ensuite, ça va sur le côté féminin. Mme Joyner, il y a tellement, la femme a tellement évolué. Elle a dépassé l'homme. Point de vue de progrès, mais non pas nécessairement point de vue de talent, mais point de vue de progrès sans aucun doute. Ouais, tu vas te faire des amis, pourquoi là? C'est la vérité. Ben oui. Si je regarde le progrès du hockey n'a jamais avancé autant que le progrès féminin. Le progrès de baseball masculin n'a jamais avancé autant. Tu regardes les femmes dans le sport qui pratiquent, c'est des femmes qui connaissent la technique, qui jouent bien. Ben oui. C'est rare que tu vois une athlète mal jouée. C'est ça. La technique n'est pas nécessairement pas un bon match, oui, mais mal joué, pas souvent. Ben oui, Roger, dans ton milieu de travail, c'est quoi l'évolution depuis 20 ans dans les médias par rapport aux femmes? Passé. Oui. Passé, donc. Ça a commencé à Montréal, on l'oublie toujours. Moi, c'est Cavalier Pierre Lachance, un journaliste. C'est la première, ça faisait des matchs. Elle était assez collège, je ne me trompe pas à l'époque. Et là, elle est dans le vestiaire du Canadien. C'est la première à être dans le vestiaire du Canadien, Marcel Saint-Cyr. Et si tu regardes le progrès des femmes, et ça, c'est dans tous les sports, ils n'ont pas réellement la place qu'ils méritent. Ben oui. Roger, as-tu déjà été témoin d'une situation dans les médias où une femme n'était pas traitée convenablement ou respectée tel qu'il se doit? Lorsque j'étais là, non. Je suis malhonnête de dire c'est arrivé, non. Tu sais, nous autres, on est allé dans une époque que les femmes étaient acceptées dans leur milieu de travail. Oui. Non, avec les expos, je te dis que c'est pas arrivé. Peut-être à New York, à l'époque, je ne peux pas dire le contraire, mais à Montréal, je n'ai pas vu ça du tout. Okay. Roger, si les Giants de San Francisco furent les premiers à emboîter le pas avec une annonceuse maison, pourquoi n'y en a-t-il pas plus? Pourtant, elles ont de belles voix. Mais tu as 2 choses pour t'oublier, là. Il y en a combien qui veulent le faire? Tu sais, il faut toujours avoir une implication. Si tu vas dans le hockey mineur, les entraîneurs juniors, tu n'en as pas non plus. Oui, c'est ça. Tu n'en as pas. Je te dis pas qu'on va de le faire, mais genre, il
Il y a une personne encore qui est appliquée pour le faire. Je pense que c'est une femme de piquet pour le faire. Je n'aurais pas de problème. Je n'aurais aucun doute que la femme ne pourra pas faire la même chose. Mais il n'y en a pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un les engage quelque part pour le faire. Ou c'est commence au hockey mineur, puis oui, puis du bon. Puis tu vois dans les arénas avec les jeunes, c'est les femmes qui le font. Ils lâchent à un moment donné. Une fois qu'elle est dans le temps, mais juste, c'est rare que tu vois des femmes impliquées autant comme sur le côté de moqueuse ou comme annonceur lors des matchs des arénas. Ben oui. Roger. Ils ont la place sans aucun doute. Ben oui. Roger, si on oublie le monde du sport dans notre société là, pour quelques instants par rapport aux femmes, c'est quoi la grande différence entre les femmes d'il y a 50 ans et celles d'aujourd'hui? C'est toujours la même chose, un manque de respect de la part des hommes. Oh! Il n'y a pas de différence. Oh, yoï. Il n'y a pas de différence. Alors, j'aime ta réponse. Je ne dis pas ça pour être méchant, mais... Non. Tu dis ce que tu penses, puis c'est... On regarde juste la politique. Quand le premier ministre parle, c'est incroyable, mais là, ce qui est remplacé, des gens disent « Ah oui, c'est correct, c'est pas le premier ministre », puis c'est le vice-ministre. Regarde son titre à l'Assemblée nationale. Ben oui. C'est incroyable, c'est la deuxième au pouvoir. Que ce soit un homme ou une femme, c'est le deuxième au pouvoir. Mais ben oui. Les femmes ont peu de la place. Ils n'ont pas encore le respect qu'ils méritent sans aucun doute. Roger, avant-dernière question. Tu te rappelleras, en 1973, à l'Astrodome de Houston, la bataille des sexes eut lieu dans un match de tennis exhibition très médiatisé entre un homme et une femme, soit Billie Jean King et Bobby Riggs. Match remporté par Billie Jean King qui a inspiré le film Battle of the Sexes en 2017. Un mot sur cette victoire mémorable d'un athlète très arrogant de 55 ans devant son adversaire féminin. Je pense que Bobby Riggs savait ce qu'il faisait. Je pense que Bobby Riggs savait que le match qui était pour jouer contre Billie Jean était pour dire, écoute bien, aujourd'hui je vais me faire battre et ça va faire avancer le tennis féminin. N'eût été d'elle, oubliez ça. Quand on parle d'une grande athlète, sur un gars ce qu'elle a fait, elle, pour les femmes dans le monde du sport, c'est incroyable, incroyable. Et ce match-là, elle était dominante, elle a joué avec, dans ce sens, elle donnait des coups, elle a pu battre à 0, point, mais elle a compris que c'était un spectacle. Et lui a donné la chance au fait tennis féminin de finalement reconnu sa juste valeur. C'est ça que je retiens de ce match-là. Roger, en terminant, dernière question en 2 phrases. Être cocky, est-ce un avantage ou un désavantage dans le sport professionnel? Il faut toujours soit arrogant. Les super vedettes le sont arrogants. Parce que dans le sport professionnel, si tu ne penses pas meilleur que l'autre, tu n'as aucune chance. Oui. Tu n'as aucune chance. Il faut toujours que tu penses que tu es supérieur à l'autre alors. Excuse le terme cocky, je dis toujours, oui, ça. C'est un peu un gars qui est fendant. Et le joueur qui est arrogant, lui, il est bon. Oui, c'est ça. Lui est bon. J'aurais mieux avoir un joueur arrogant qui dit, moi, je suis meilleur que les autres, qu'un joueur qui est prétentieux en pensant qu'il est meilleur que les autres. Bien, Roger, great stuff again. Keep the safe distance and stay sane. Thanks as always. See you next time. Passez une bonne journée. Bye, Roger. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie d'aujourd'hui. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Téléconsultation maintenant disponible en ligne. Nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels de la santé. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Donc, besoin d'écoute et de parler, conflit de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions. Ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, consulter ne veut pas dire maladie mentale, ça c'est un préjugé. Vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 boulevard Lacombe, c'est l'endroit pour vous. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 813-29-86. Maintenant, on va revenir à nos moutons. Ma chère Sylviane, on va parler encore de la situation de la femme en 2020. Si tu avais un reproche ou quelque chose à dire aux hommes d'aujourd'hui qu'ils devraient peut-être travailler par rapport aux femmes, tu dirais quoi en quelques phrases? En quelques phrases? Tu dois te mouiller. Oui, je vais me mouiller. Je dirais de faire autant d'efforts qu'on en attend des femmes, justement. OK. Que ce soit au niveau physique, qu'au niveau mental. Quand on parle d'une famille, par exemple, encore une fois, la charge, on parle de la charge mentale. C'était une de mes prochaines questions, ça. Voilà, et beaucoup du côté des femmes, encore une fois. Moi, je crois qu'il faut vraiment en arriver à l'égalité. Tu es maman, tu t'impliques, tu es papa, tu t'impliques autant. Et le travail de un n'est pas diminué par le travail de l'autre non plus. Que tu sois maman à la maison ou pas, ça demeure un travail qui mérite
le respect. Donc, je dirais aussi, c'est ça, faire autant d'efforts, parce qu'on en demande énormément aux femmes. Oui, c'est ça. Juste en confinement en ce moment, hein, beaucoup de femmes vont. Il y a beaucoup de violence aussi. Beaucoup de violence. Et la violence des deux côtés, verbale, n'est pas reconnue. Mais tu peux démolir quelqu'un jour après jour, année après année. On voit tant d'hommes, ça ce n'est pas reconnu, qui sont rendus avec une bosse dans le dos. Oui. Tu les vois pousser le panier d'épicerie, justement à l'épicerie, avec une femme tortionnaire qui les précède. Et c'est pas drôle après 20 ans. Là. Non. Rien ne justifie pour moi la violence, qu'elle vienne des femmes ou qu'elle vienne des hommes. Encore aujourd'hui, combien de fois on va voir dans un film une femme gifler un homme? Je trouve ça inacceptable. Oui, ben ça, j'aime que tu dises ça parce que les mœurs sont changées. Là, tu pourrais... mais là, est-ce qu'un homme va appeler la police et en manger une gifle pour se plaindre? Je veux dire, il y a une question d'orgueil aussi. Sur le côté physique, je crois que c'est prouvé, la tolérance à la douleur. La femme, c'est un avantage et l'accouchement en est la preuve. Donc, tiens, une autre question. On va y aller en question rafale puisque le temps nous presse maintenant. T'es-tu tanné des jokes de gars plates? J'avoue que oui. Je suis tannée des jokes de gars plates et je suis tannée aussi, par contre, l'autre côté de la médaille, de l'intolérance de certaines femmes. Des germaines? On est très, très, très sensible maintenant. Moi, si un homme me dit, comme tu l'as fait tantôt, que je suis jolie, ben moi, je vais dire merci. Je t'ai dit ça? Ah oui? Je trouve que tu dégages... non, mais t'es souriante. Ben, écoute, puis ça, c'est la première qualité d'une femme. Une femme aura beau s'appeler Brigitte Bardot, si elle ne sourit pas, c'est zéro. Mais c'est ça. Alors, il y en a qu'il ne faudrait plus rien dire, il ne faudrait plus rien faire. Absolument pas. Si c'est fait dans le respect, pourquoi pas? Alors, tu peux faire une blague si elle est de bon goût. Ben, je vais t'en faire une. Oui. C'est le sujet d'aujourd'hui. La femme, c'est un sujet sur lequel on aime bien s'étendre. Je vais poursuivre. Y a-t-il vraiment... Moi, je pareil. Ben oui, c'est bon. Y a-t-il vraiment une évolution? Et s'il n'y en a pas, c'est quoi les domaines où tu trouves que ça devrait s'améliorer? Rapidement, là. Vraiment au niveau salarial. Emploi égal. Niveau visibilité aussi. Niveau, encore là, j'ai parlé des sports tout à l'heure. Il faut arrêter de croire que les femmes, on n'aime pas les sports, de croire que l'homme a besoin de sa man cave, de son petit endroit, alors qu'une femme aussi. Et quand on regarde les annonces publicitaires, c'est encore la majorité des femmes qui annoncent les produits de nettoyage et la majorité. Alors c'est ça. Et je me dis pourquoi? C'est tellement long avant d'y arriver. T'aimes pas ça faire du ménage? J'en fais. Est-ce que j'aime ça? Non. Non, j'aime pas ça faire du ménage, mais j'en fais. Et mon mari en fait. Ben oui, ben il est obligé. Il n'y a pas le choix. OK. Maintenant, vraiment, on va y aller rapidement. On a presque terminé. Y a-t-il encore des métiers d'hommes? Parce que moi, je peux te dire que je pense qu'il y a des métiers typiquement de femmes parce que je ne me verrais pas poser des ongles. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il y a encore des métiers typiquement d'hommes? Je pense qu'il y en a certains. Oui, je pense que oui. J'essaie de voir. C'est difficile en tant que femme de dire ça parce que je vais me faire ramasser si je dis « Ah non, les femmes, on peut tout faire, on peut tout faire, on peut tout faire. » Il y a des choses, oui, je pense qu'on peut tout faire, mais avec certaines, peut-être, ça peut être plus difficile pour des femmes aussi, certains métiers. Là, je fais attention, je marche sur un... Mais si un homme voulait faire des ongles, pourquoi pas? Oui, ça serait particulier. Et si une femme veut travailler à je sais pas combien de pieds sous terre pour travailler dans les mines, ben pourquoi pas? Fait que réponds-moi pratiquement par oui ou non sur cette question. Est-ce que la galanterie est dorénavant révolue ou toujours présente, ou ça tape sur les nerfs des femmes d'aujourd'hui? Parce que moi, mon impression avec les femmes d'aujourd'hui, elles ont tellement changé que si tu lui ouvres une porte, elle est offusquée et te quitte sur le champ. Et moi, je trouve que c'est d'une tristesse infinie. Mais c'est vrai ce que je dis. Certaines. Ça se perd. Certaines. Ça se perd autant chez les hommes que chez les femmes. Et là, je vais trahir mon âge. Quand un homme va au restaurant... Tirer la chaise. Tirer la chaise. Payer la facture. Quand il invite. Quand il invite, j'aime ta réponse, c'est pas mal. Quand il invite. Et les casquettes. Non. On enlève. Ah ben non, c'est sûr, oui. On enlève au restaurant. Oui. Mais la même chez McDo? Partout, à l'intérieur, partout. Pour moi, ça se fait pas. Pour ça, je dis ça. Est-ce que je suis un peu vieux jeu? Peut-être, mais moi, la galanterie, j'aimerais qu'elle reste.
Et si une femme s'insulte parce qu'on lui ouvre la porte, moi je trouve ça dommage. C'est elle le problème, finalement. Oui, mais de la même façon... À moins que tu l'ouvres puis que tu lui ouvres sur elle. Oui, mais si moi je suis devant un homme, ça donne que je vais lui tenir la porte. Une belle porte de char pleine de calcium, là, sur une belle robe noire. Tiens-toi. Écoute, ça peut arriver. Pour terminer, en 10 secondes, y a-t-il un endroit, ton Facebook, si on veut se procurer tes volumes? Normalement, c'est en librairie. Okay. S'ils ne sont pas sur les tablettes, ça arrive souvent, malheureusement. Ouais. Il ne faut pas hésiter. On n'a qu'à demander l'auteur Sylviane Thibault. Exactement, exactement. Et j'ai mon site internet www.sylvianethibault.com, Sylviane juste un N. Et on a toutes mes publications. C'est un joli prénom, très rare. Moi, oui, j'ai pas connu Sylviane. Merci bien, oui. Ben, ma maman elle a fait un bon choix. Mais je te remercie. Je suis bien certain que tu vas revenir. C'était plaisant. Oui, tu es une femme souriante et continue. Tu as une belle passion. Merci d'avoir été des nôtres. Merci tu peux rester à toi. à côté. J'ai presque terminé. Bon. Puisque vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche. Une entreprise qui porte bien son nom, beaucoup d'expérience sur place, 23 ans d'existence, un très beau magasin, une bonne réputation. C'est le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils de bas prix. Allez voir François, le propriétaire, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, vous avez les vieux systèmes de son et vous ne savez pas où aller. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit tout désigné. Vous allez penser que vous êtes en 1995 ou en 89. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements sur place de qualité. Vous ouvrez, disons, un bar, un restaurant ou une boutique, c'est l'endroit, c'est surprenant ce que vous trouverez sur place et c'est pas tellement dur à trouver. C'est dans le complexe de la Marina de Repentigny, situé au 358 Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone, le 450-654-6849. Maintenant, je vous parle de fiabilité et d'expertise. Les habitations Douglas Leblanc, c'est ce qu'on vous propose, ce qu'on vous promet. Parce que vous le savez, de nos jours, trouver de la bonne location de main-d'œuvre de construction, c'est très difficile. Que ce soit pour un jour, une semaine, un mois ou à l'année, c'est satisfaction garantie. Pour du commercial ou autre, je vous donne le numéro de téléphone dans le 514 qui est le 996-0532. Les habitations Douglas Leblanc. Vous le savez, s'éloigner de tout rapproche de l'essentiel et c'est si simple, trois mots très importants. Comment ça va? Appelez un ami. C'est Bâton Rouge Live qui fait référence ici au Bâton Rouge de Lachenay, un fameux restaurant, l'endroit imbattable pour un beau repas. L'atmosphère est chaleureuse, il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. L'adresse, c'est le 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Un restaurant de choix, comme je vous le dis, et je vous donnerai le numéro pour les réservations dès que ça va ouvrir. Maintenant, avec enthousiasme, je vous parle d'un nouveau partenaire, soit la zone vêtements de sport et classiques située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Salutations à John, le propriétaire, en passant. Une super belle boutique. Comme je vous le dis, la zone vêtements de sport et classiques. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vous en nomme quelques-unes. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et les bottes d'entraînement Automix disponibles sur place. Le numéro de téléphone dans la 450, c'est le 654-1113 et le site web www.lazonestyle.com. Une pensée maintenant, si on est positif, vous le savez, la crise du corona n'est pas un problème, mais plutôt un défi. Il y a plusieurs solutions, appelez un ami. Maintenant, un mot sur la Marina de Repentigny qui nous manque pour son ambiance, la nourriture, la belle piste de danse. C'est la dernière des grandes discothèques, la reine des discothèques. La musique qui la démarque des autres endroits. Mais comme vous le savez aussi, il y a également la gaieté, la stabilité, la bonne humeur que respire l'endroit. Disons que quand ça va reprendre les activités, nous allons tout simplement trouver ça encore plus magique et plus l'apprécier. N'oubliez pas, les jeudis country pop, des cours de danse tout à fait gratuits donnés par une professeure vraiment de talent, Nathalie Pelletier, pour l'ambiance et se faire des amis. C'est l'endroit tout désigné. Parlant de country, j'ai fait mes débuts hier. Le mardi, 14h30, j'y tiens une chronique musicale à CJMS 1040 et salutations à l'équipe de CJMS. Et pour terminer, je salue deux partenaires, soit Pixel Centre d'imagerie, l'incontournable, situé au 351 Notre-Dame, un service très professionnel, toujours ouvert, ça n'a jamais fermé, c'est dans le 450-654-9944. Et Samoto, situé au 1133 Notre-Dame, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, le travail est bien fait, le respect du client, de longues explications et beaucoup d'années d'expérience. Ce sont les tops de la mécanique Samoto. Sur ce, ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres, à la semaine prochaine.